Donc c'est ça, bienvenue, bienvenue tout le monde. On a le plaisir d'accueillir un intervenant, Jusra Johnson, euh, qui est géographe et professeur à l'Université du Québec à Montréal, donc l'UQAM. Sa recherche est portée sur les nouvelles stratégies urbaines et régionales de développement durable et il présentera les résultats de son projet sur les leviers politiques et territoriaux pour le développement de stratégies circulaires. Donc, un grand merci juste d'être là aujourd'hui avec nous et de prendre de ton temps sur l'heure du lunch. Je vous invite à conserver vos questions pour la fin de la présentation. On aura l'occasion d'échanger avec Juste et puis ça nous permettra de terminer la présentation dans les temps, mais on a le temps aujourd'hui, donc ça ira très bien. Donc, je vous souhaite à tous un excellent webinaire et je laisse la parole à Juste. Merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Puis bonjour à toutes et à tous. Euh, je vais partager l'écran pour vous mettre un contexte avant de commencer déjà là. Euh, c'est un projet de recherche qui est financé par le réseau de recherche en économie circulaire du Québec, avec lequel j'ai fait équipe avec Fanny Tremblay-Racicot de l'ENAP et Philippe Genois, le François de l'Université de Montréal, qui, je pense, sont les principaux experts là sur les questions un peu plus politiques et de gouvernance. Je ne suis qu'un porte-parole aujourd'hui. Sinon, ça a été vraiment un plaisir en fait de travailler avec Fanny et Philippe, qui s'y connaissent beaucoup plus là justement sur les questions d'instruments politiques et de cadre institutionnel en matière de stratégie de transition. Mon objectif aujourd'hui, ça serait déjà de vous partager un petit peu nos résultats de façon générale. Donc, c'est encore un travail qui n'est pas abouti, donc qui va encore se poursuivre dans les prochains mois. Et aussi pour passer le message qu'on est toujours à la recherche de d'autres contextes territoriaux pour tester en fait la grille d'analyse qu'on a développée. En gros, on a développé, en tout cas, on a fait une réflexion sur la perspective des institutions lorsqu'il s'agit d'économie circulaire. Comme vous le savez, c'est un domaine, un sujet, une thématique qui est relativement pas jeune. Par contre, au niveau institutionnel, c'est relativement jeune. Donc souvent, on remarque que c'est à cheval entre un département ou une division environnementale, parfois, dans un contexte de ville ou de région, ou dans une division ou un département de développement économique. Donc, il n'y a pas nécessairement une division ou un département au sein des institutions qui, bon, en tout cas, se dédie en tout, dans sa totalité, en fait, à l'économie circulaire. Et donc, ça fait en sorte que c'est quand même une thématique, une bibite qui est un peu difficile d'un point de vue institutionnel, et c'est pour et la raison pour laquelle on s'est intéressé à ce sujet-là. Je vais commencer par un contexte que vous connaissez certainement déjà. Donc, au niveau des villes et des régions, la notion d'économie circulaire ou de ville et région circulaire est relativement bien développée en Europe et dans plusieurs pays de l'OCDE. Par contre, au Canada, on est quand même, je dirais, un peu au début de ce mouvement de villes et de régions circulaires, c'est-à-dire des villes ou des régions qui s'engagent à soutenir le développement d'une économie circulaire sur leur territoire. Il y a eu une initiative en 2021 de villes et régions circulaires qui était une initiative partenariale avec, entre autres, Recyc Québec et d'autres partenaires équivalents en Alberta, appuyé aussi par la Fédération canadienne des municipalités et d'autres partenaires institutionnels pour justement accueillir des cohortes de villes ou de régions qui souhaitent se doter d'une feuille de route en économie circulaire. Plus proche de chez nous, Montréal a adopté sa feuille de route en économie circulaire très récemment. Certaines d'entre vous ont
peut-être participé d'ailleurs aux consultations publiques là, de la ville de Montréal. Et donc, c'est un mouvement qui est en croissance, en Montérégie également, le mouvement est bien en marche. Dans la littérature, en tout cas dans les expériences existantes, la façon dont les villes et les régions euh, abordent l'économie circulaire, c'est de trois manières. Donc, il y a d'abord l'approche dédiée à la circularité, donc les villes qui vont se doter d'une stratégie de circularité ou d'une feuille de route. Deuxièmement, les villes qui vont plutôt intégrer des principes de circularité dans d'autres exercices de planification. Donc, vous le savez que les municipalités, les villes, les régions en général ont de toute façon des exercices de planification stratégique de haut niveau. Donc, certains vont tout simplement y ajouter des principes de circularité. Et dans d'autres cas, des villes qui n'ont pas nécessairement une stratégie formelle de circularité dédiée, mais qui vont entreprendre des actions plutôt pointues, ciblées, selon leur contexte territorial. C'est sûr que on veut que les villes et les régions embarquent en économie circulaire. Par contre, d'un point de vue institutionnel, ça pose un certain nombre de défis qui nous ont justement poussé à réfléchir sur cette question institutionnelle. Premier défi, c'est que les stratégies de circularité ont émergé dans un contexte qui est plutôt industriel et entrepreneurial. Donc, on va beaucoup travailler sur des flux de matière et d'énergie avec des objectifs que vous connaissez bien, réduire, optimiser ou fermer les boucles. Et les perspectives dans ce contexte sont souvent sectorialisées et pas nécessairement spatialisées. Donc, ne tient pas nécessairement compte du fait qu'on est dans un milieu qui est plus urbain, plus rural, etc. Et troisièmement, le fait que les stratégies de circularité ont émergé dans un contexte industriel et entrepreneurial fait en sorte que le réflexe qu'on a lorsqu'on aborde l'économie circulaire, c'est d'une approche de gestion. Approche de gestion, ça veut dire euh, faire un diagnostic, planifier, mettre en œuvre, évaluer, etc. Donc, de façon, euh, c'est ça, approche de gestion, vous savez un peu ce que je veux dire, plutôt qu'une approche de gouvernance. Une approche de gouvernance, ça veut plutôt dire prendre en considération qu'on a des acteurs qui sont institutionnels, d'autres qui sont non institutionnels. Il y a entre ces acteurs-là des relations de pouvoir, des relations d'interdépendance, etc. Et donc là, ça change un petit peu. En fait, ça complexifie en fait la prise en charge de l'économie. Deuxième défi, c'est que les gouvernements locaux en général sont des acteurs institutionnels justement dont certains rôles sont non substituables, comme la réglementation, la fiscalité, les services et infrastructures publiques. Et donc, on s'attend beaucoup à ce que les acteurs, les gouvernements locaux travaillent plutôt sur ces rôles-là parce qu'il y a, il y a personne d'autre qui peut occuper ces rôles-là. Et d'autre part, les gouvernements locaux peuvent quand même, par ailleurs, jouer des rôles comme les programmes de financement, les maillages, les campagnes de sensibilisation, et des rôles qui sont plutôt substituables. Ça veut dire qu'on en a besoin, mais que quand même, il y a aussi d'autres acteurs qui peuvent jouer ces rôles-là. Et troisième série de défis, c'est que le terrain de jeu est relativement plus complexe qu'en contexte industriel ou entrepreneurial. On est dans un contexte multi-acteurs, multi-secteurs, multi-fonctions aussi, donc un territoire peut être encore une fois urbain, rural, urbain à vocation industrielle, urbain à vocation plutôt mixte, etc. Et pour ajouter à cette complexité, il y a aussi toute une dynamique qui est interterritoriale, qui peut être horizontale, donc d'une municipalité à l'autre, et verticale, donc à des paliers de gouvernement local, régional, provincial, national, etc.
compte tenu de ces défis, l'idée de territorialiser les principes d'économie circulaire implique une contextualisation spatiale qui est à la fois physique et socio-économique, et aussi une prise en compte de la dimension institutionnelle qui caractérise les villes et les régions. Donc, pour l'imager, là, simplifié, on peut avoir en tête notre schéma classique de l'économie circulaire avec les boucles de circularité, à laquelle on rajoute une couche. Et donc, le schéma classique qu'on utilise avec les boucles de circularité permet de comprendre les flux de matière et d'énergie, entre autres. À cela s'ajoute une couche qui est spatialisée, c'est-à-dire qui tient compte des distances et des relations entre les différentes composantes d'un territoire, qui peuvent être physiques comme les industries, les commerces, etc., qui peuvent être aussi socio-économiques, donc des flux de personnes, des densités industrielles, des densités plutôt euh, démographiques, par exemple, et à laquelle on rajouterait aussi une couche analytique complémentaire, donc celle qui fait l'objet de notre réflexion, la dimension institutionnelle, qui réfère en fait aux règles formelles et informelles qui régissent les interactions entre acteurs institutionnels et non institutionnels à travers des instruments de politique publique, et ce, dans le but d'atteindre des objectifs de circularité. La question principale qu'on s'est posée est la suivante. Donc, comment on fait pour analyser cette dimension institutionnelle? Comment on fait pour saisir cette dimension institutionnelle des stratégies de transition vers une économie circulaire? Euh, en gros, ce qu'on a fait, en fait, on est parti de la littérature. Donc, on a fait réaliser une revue critique de la littérature en allant chercher les études qui se font en transition vers la durabilité. Donc, il y a un pan de littérature sur les sustainability transitions, donc comment on réalise les transitions vers la durabilité, qu'on a croisé avec une littérature émergente aussi sur les villes et régions circulaires, beaucoup plus axée sur des territoires européens, et des recherches aussi et des études beaucoup sur la dimension institutionnelle à l'échelle des villes et des régions. À partir de cette analyse critique, la croisée de ces trois littératures, donc on a essayé de dégager un cadre conceptuel qui reste encore à peaufiner, là, bien sûr, vous allez voir tout à l'heure. Et par la suite, on a voulu tester cette grille d'analyse sur le cas de Our Food Future de Ralph Wellington, qui est une stratégie composée de plusieurs composantes là, et qui touche à différents niveaux des initiatives, autant en amont au niveau de l'agriculture que au niveau du gaspillage alimentaire, par exemple. Donc, ça couvre quand même beaucoup d'objectifs de circularité. On l'a choisi aussi parce qu'elle a été relativement aboutie en termes d'instruments politiques mobilisés. Donc, il y a beaucoup d'instruments, de programmes, etc., qui a été mobilisé. Et donc, ça permettait de faire des constats aussi par rapport à cette dimension institutionnelle. On a donc recensé les instruments qui ont été mobilisés dans le cadre de cette stratégie-là et réalisé des entretiens semi-dirigés auprès des différents responsables impliqués dans la stratégie. Et comme je vous le disais en introduction, on est toujours en recherche d'autres cas territoriaux qui permettraient aussi là d'affiner le cadre analytique, puis de rajouter peut-être des composantes un peu plus précises. Donc, le cadre d'analyse, vous l'avez à l'écran. L'idée, en fait, pour capter cette dimension institutionnelle, on a identifié trois composantes importantes. D'abord, les acteurs qui peuvent être institutionnels, c'est-à-dire des acteurs qui régissent des programmes, des politiques, des règlements, des lois, des stratégies, et des acteurs non institutionnels qui sont souvent les bénéficiaires. Et l'idée, c'est d'évaluer la centralité
du rôle de ces acteurs-là dans les différentes initiatives qui composent une stratégie territoriale. Est-ce qu'ils jouent un rôle de leadership principal, donc c'est-à-dire est-ce qu'il est porteur de projet ou gestionnaire principal de projet? Est-ce qu'il s'agit plutôt d'un rôle un peu plus secondaire, donc un partenaire collaboratif qui va co-construire la stratégie territoriale, ou jouer plutôt un rôle de support, donc tout simplement en offrant par exemple des incitatifs. Et donc vous allez voir un petit peu plus tard que ça varie beaucoup d'une initiative à l'autre au sein d'une même stratégie. Donc le rôle des acteurs institutionnels peut varier beaucoup au sein d'une même stratégie territoriale. Deuxième composante, les instruments politiques, c'est-à-dire les moyens, les outils, les méthodes pour influencer, gérer et diriger différentes affaires publiques. Et l'idée ici de cette composante-là, c'est d'évaluer la nature plus ou moins contraignante des instruments politiques qui sont mobilisés. Est-ce qu'on met en place des instruments de type informatif, comme des campagnes de sensibilisation par exemple, des instruments de gestion et de gouvernance comme la mise en réseau et les audits, les évaluations, ou encore des instruments d'investissement et des instruments réglementaires, donc un peu plus contraignants, soit à travers des programmes de financement qui exigent une reddition de comptes, ou des instruments de type zonage, relocalisation d'activités économiques sur un territoire. Et troisième composante, les objectifs de circularité, donc dépendamment des secteurs d'intervention ciblés, qui peuvent être la construction, l'alimentation, le textile, etc. Il faut aussi, l'idée c'est aussi d'évaluer la complexité des objectifs de circularité, allant des objectifs les plus, on va dire, faciles et intuitifs à mettre en place, comme l'optimisation, le partage, euh, la localisation, versus des stratégies un peu plus exigeantes en termes d'investissement, entre autres lorsqu'il s'agit de régénérer ou des stratégies de type adaptation. Et donc, l'idée, c'est de croiser ces trois composantes-là et donc d'en dégager des tendances ou des constats plutôt stratégiques qui va nous permettre de voir dans quelle mesure un instrument atteint effectivement les objectifs de circularité visés. Autrement dit, dans quelle mesure on a un alignement entre les acteurs, le rôle des acteurs, les instruments qui sont mobilisés et les objectifs de circularité. Je vous parlais tout à l'heure de Our Food Future qui était notre cas d'étude pour plusieurs raisons. Entre autres, je vous le mentionnais un petit peu plus tôt, il y a énormément d'actions, plusieurs leviers financiers qui ont été mobilisés et les retombées touchent à la fois des dimensions environnementales et socio-économiques. Autre chose aussi, les axes de travail de cette stratégie territoriale étaient relativement bien définis. Il y avait entre autres trois axes de travail principaux. La création d'entreprises. 2, l'accès à la nourriture nutritive et abordable. Et 3, la valorisation des résidus organiques. Et donc, ça permettait de faire une analyse à l'intérieur de chacun de ces axes-là pour voir justement l'alignement entre le rôle central des acteurs institutionnels, les objectifs de circularité et les initiatives qui ont été mises en place. Le genre de grille qu'on a développé ressemble un peu à ce que vous voyez à l'écran. Donc, l'idée, c'est de prendre chacun des trois axes dont je vous parlais tout à l'heure, avec un autre axe complémentaire qui est un axe transversal dans le cadre de la stratégie Our Food Future. À l'intérieur de chaque axe, comme vous voyez à l'écran, il y a une série d'instruments dans la deuxième colonne qui ont été utilisés, à savoir des programmes, des initiatives de financement, des campagnes de sensibilisation, etc. Et l'idée, c'est encore une fois de croiser la typologie de ces instruments-là avec les acteurs impliqués ou mobilisés et les objectifs de circularité.
pour résumer un petit peu le constat, vous avez trois graphiques différents à l'écran, là, des graphiques en bulle, des graphiques en cube et les, euh, euh, les voyons, excuse, comment on appelle ça encore, les charts, diagrammes en chart. Les schémas. Et oui, merci. Et on l'a essayé de le schématiser en fait pour les trois principaux axes de la stratégie. Donc, on a décomposé la stratégie territoriale selon les trois axes d'intervention, plus l'axe un peu plus transversal qui est le changement systémique. Les diagrammes en bulle illustrent un petit peu la place des acteurs institutionnels par rapport aux autres acteurs de la société civile et des entreprises pour cet axe de travail. Et donc, comme vous le voyez, ça varie beaucoup d'un axe à l'autre. Donc, tantôt, dans le cas de la valorisation des résidus, les acteurs institutionnels jouent un rôle qui est quand même assez important, mais pas nécessairement principal. Au niveau de l'entrepreneuriat circulaire, les institutions jouaient un rôle principal euh, euh, comparativement au premier axe. Et donc, bon, on pourrait s'éterniser là-dessus, là, mais l'idée, encore une fois, c'était un peu d'illustrer cette centralité, en fait, du rôle des acteurs institutionnels. La deuxième série de diagrammes, avec les rectangles que vous voyez à l'écran, montrait un petit peu la diversité et l'importance des instruments qui ont été mobilisés. On voit que dans les trois cas, euh, la place des investissements, en fait, la place des instruments de type investissement était relativement importante, tout comme celui de la gestion et de la gouvernance. Au niveau d'un des rôles pour lesquels les gouvernements locaux sont non substituables, donc vous le voyez dans la première colonne, la réglementation, on voit que cette place-là est relativement mince là à travers l'ensemble de la stratégie. Donc, on serait attendu que, compte tenu qu'il s'agit d'une institution qui a certains rôles non substituables, cette place devrait être un peu plus importante. En fait. Et finalement, les diagrammes que vous voyez en bas, où on a essayé d'analyser les principaux objectifs de circularité. Donc, on voit que ça varie aussi d'un axe de travail à l'autre. On s'attendait à ce que les stratégies plus simples, plus rapides, on va dire, comme optimiser, partager, localiser, seraient très présents. Mais comme on le voit ici, ce n'est pas nécessairement le cas là. Donc, on voit quand même qu'ils ont la stratégie Our Food Future travaille vraiment sur différents terrains de jeu dans les stratégies ou les objectifs de circularité. Donc, c'est un peu le genre d'analyse en fait qu'on peut faire à l'échelle d'un point de vue institutionnel pour éventuellement observer des tendances convergentes, divergentes, des lacunes, des surreprésentations aussi de certains outils ou instruments qui sont mobilisés. Pour conclure, l'examen de la dimension institutionnelle de notre perspective est relativement complexe, mais à la fois utile. Pourquoi? Parce que, comme je le mentionnais en début de présentation, l'économie circulaire n'est pas institutionnalisée comme la fonction développement économique ou la fonction gestion de matières résiduelles ou la fonction environnementale au sein d'une municipalité, d'une région ou d'un gouvernement local. Et donc, ça nous amène à devoir se doter d'un cadre, ce qu'on a essayé à travers ce travail-là, donc d'identifier, de développer un cadre d'analyse pour justement essayer de saisir cette dimension institutionnelle. Avec le cas de Guelph Wellington, nous avons fait trois séries de constats principaux, notamment sur la centralité des acteurs institutionnels, où on a vu que c'est relativement variable
et que dans le cas particulier de Guelph Wellington, il y a eu aussi la création d'une entité tierce. C'est souvent le cas, compte tenu qu'il n'y a pas vraiment un organisme ou une division ou un département qui est responsable. Ça amène des fois à créer une entité tierce pour pouvoir mieux gérer, mieux coordonner la stratégie territoriale. On a aussi noté des champions internes, donc des personnes qui sont véritablement dédiées à l'économie circulaire, indépendamment de leur fonction au sein des gouvernements locaux là. Et c'est des acteurs qui jouent un rôle très important dans la réalisation de la stratégie territoriale. Deuxième série de constats, c'était au niveau de la nature et de la portée des instruments. On a vu l'importance du financement, la place peu importante, en tout cas la place plus, la quasi-absence, on va dire, des instruments plutôt contraignants. Et finalement, troisième série de constats, c'est au niveau des objectifs de circularité. On s'attendait à ce que des objectifs plus simples, plus de court terme soient plus présents que les objectifs complexes et de long terme, mais c'est assez variable en fait d'un axe de travail à l'autre. Et pour terminer, encore une fois, donc on aimerait poursuivre le travail avec d'autres cas d'études pour, entre autres, affiner ce cadre et peut-être l'améliorer aussi pour pouvoir être plus rigoureux encore plus tard dans le futur. Merci beaucoup. Bah, merci juste pour ta présentation. On va pouvoir passer maintenant à une période de questions. Donc, je vous invite à lever la main pour prendre la parole ou à poser vos questions dans le chat si vous voulez que je les prononce pour vous. Oui, Joanne. Oui, Bonjour. Excuse-moi, bonjour, juste, c'était super intéressant. bonjour. Désolée, je ne mets pas ma caméra parce que je suis en train de travailler en même temps que je vous écoute. C'est Multitask. bon. Mais je voulais savoir, est-ce que vous avez approché Montréal pour faire une étude de cas parce qu'ils sont comme tellement, je trouve, ouverts à voir des collaborations, tu sais, avec Natacha Beauchesne et tout ça. Est-ce que je sais que c'est beaucoup plus complexe peut-être parce que c'est une grande ville, mais étant donné l'ouverture, est-ce qu'il y aurait cette possibilité-là? Puis, deuxième suggestion, c'est de le contraster avec tu sais, une région justement qui est beaucoup plus rurale ou orientée vers des ressources. Je ne sais pas, là, je vais dire n'importe quoi comme Chaudière-Appalaches, qui ont beaucoup de manufacturiers. Peut-être, je ne sais pas, Oui, la Beauce, ou en tout cas quelque chose comme ça, là. Ça pourrait être oui. intéressant parce que justement, ça montrerait les différentes réalités. Puis j'imagine que vous êtes déjà en communication avec Synergie Québec parce qu'ils ont déjà comme tu sais des hubs régionaux que ça pourrait être des vecteurs pour vous de faire des petits partenariats pour déjà vous inscrire puis tu sais, avoir accès à tous les acteurs. C'est sûr que c'est souvent plus au niveau tu sais, des entrepreneurs et de l'industrie, mais ils collaborent aussi, je pense, avec les institutions pour pouvoir justement réaliser certains projets. Fait que, je ne sais pas si tu es en communication, Absolument. par exemple, avec Mélissa Stoya, par exemple, ou quelque chose comme ça. Oui, ben merci beaucoup. Merci pour les suggestions là. Vraiment, je prends bonne note pour Montréal. Effectivement, on est en contact avec Natacha Beauchesne pour un autre projet, mais effectivement, je pense que Montréal serait un cas quand même intéressant, étant donné justement les nombreux secteurs qui ont été identifiés par ailleurs là. Et aussi, comment on fait pour aligner justement les objectifs avec un peu la complexité institutionnelle que ça implique. Mais oui, je pense qu'elle est pas mal occupée, mais oui, je pense que ça serait Juste pour que effectivement tu une saches, juste, super. il y a un nouveau groupe, Oui, un nouveau comité, ok, un groupe de travail pour, qui vise à décarboner le secteur industriel. Ben, ok, c'est pas juste l'industrie, mais c'est toute la région de l'Est ok, de Montréal. Puis moi, on m'a invité à ok, siéger. ok, ok. Moi, je leur ai dit, la seule raison que je veux faire ça, c'est s'il y a la possibilité de faire des projets d'économie circulaire. Donc, Ben bref, oui, ben oui. Ouais, 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 on s'en absolument. reparlera, c'est ça que je veux Ben dire. oui, Ouais. absolument, définitivement. Puis je pense qu'on s'en reparle effectivement. Pareil pour Synergie Québec. On a brièvement vu peut-être quelques
collaborateurs là à l'ACFAS où on a présenté un petit peu le projet aussi. J'ai pas encore eu le temps de faire les relances, mais je suis preneur aussi si tu as des contacts là euh, plus personnalisés aussi là, ça OK, aide ben je souvent t'enverrai des aussi. courriels, puis je te mettrai en contact avec Ça eux. marche. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bah, merci, Joanne, pour cette intervention. Chantal? Merci Laura. Bonjour Juste. Je Bonjour. voulais savoir un peu, comme justement les charts que tu as montrés ou les graphiques que tu as montrés, est-ce que vous avez un rapport qui est disponible et prêt déjà ou c'est en cours de rédaction ou... C'est en cours de rédaction. Euh, donc, ça sera, ben, en fait, à date, ce qu'on avait prévu, c'était il est sous forme d'un article pour une revue de recherche. Donc, on n'a pas encore la version un peu plus vulgarisée, là. Mais je pense qu'avec le PowerPoint, le fait de l'avoir fait, cette présentation, ça va nous aider beaucoup à préparer un rapport. Puis on pourrait se tenir au courant en fait via le réseau justement quand on aura un rapport. Mais oui, ça serait, on veut le faire en fait. Non, mais c'est bien parce que je le demande parce que tu sais, nous, on a démarré ben, aussi vrai qu'un laboratoire sur le système alimentaire. On connaît bien Harford Future et Guelph. Vous avez travaillé aussi, j'imagine, avec les gens du Ivy Business School ou juste avec les gens de Harford Future? Juste avec our Food Future OK. parce qu'on OK. a été assez limité. Ça c'est qui les contacts dont tu disais? Le J'ai pas entendu. Sur le Ivy Business School, il y a Yuri Gurielandis. Il y a un nom un Ok, peu compliqué pour moi à dire, mais je peux t'envoyer les contacts qui ont travaillé avec, qui ont aussi travaillé ok, avec. Mais c'est vraiment des gens du Ivy Business School de l'Université Western. ok. Puis eux ont travaillé sur ce cas-là, c'est ça que tu disais Ben, ou eux, comment? honnêtement, ils ont. En fait, c'est intéressant parce qu'ils ont travaillé sur quelque chose sur Montréal. Ah ouais, ok. En tout cas, il y a peut-être des liens ou du moins des ponts à faire certainement. Là, fait que Pour, je verrai que. ok. Ouais, merci beaucoup. Ouais, je suis preneur aussi. Surtout s'ils ont pas mal déjà démarré aussi des réflexions similaires. Ouais, parfait. Super, merci beaucoup. Merci, Chantal. Bon, on a Léo qui vient d'arriver et qui va pouvoir du coup présenter son projet. Donc, on va d'abord finir les questions avec juste s'il y en a encore, puis on pourra passer à la présentation de Léo. Donc, est-ce que il y a encore des questions pour Juste? Non? Bah, merci beaucoup Merci beaucoup. pour ta Ouais, présentation merci juste et beaucoup. pour vos Merci, interventions. merci beaucoup. Puis si jamais vous avez d'autres idées aussi, n'hésitez pas à m'écrire. Je suis absent au mois de juin, mais de retour au mois de juillet, mois d'août. Merci. Merci à toi. Léo, je t'invite à partager ton écran pour ta présentation. Je vais quand même Excellent. prendre les Merci. temps Est-ce que de vous te m'entendez bien? présenter. Oui, on t'entend super bien. Excellent. Merci. Merci pour cet accueil. Bravo, Gilles. J'ai malheureusement pas pu écouter ta rencontre, mais j'ai vu tous les feedbacks par après, donc je suis excité de vous présenter ça là, aujourd'hui. J'ai hâte de voir ce qui va en ressortir. Bah, merci Léo d'avoir pu nous rejoindre à cette heure-là quand même. Donc, pour te présenter, tu es étudiant à la maîtrise à Polytechnique Montréal sous la direction de Jean-Marc Fréret, qui est donc membre du réseau. Léo, tu t'intéresses aux outils pour la décarbonation du secteur industriel et aujourd'hui, tu nous présentes les résultats d'un projet de revalorisation des coproduits énergétiques dans la zone portuaire de Bécancour. Donc, merci d'être là et puis bonne présentation. Mais merci beaucoup à vous, en fait. Je fais un petit step back par rapport à ça, en fait, parce que la présentation qui est aujourd'hui, c'est sûr, c'est un long titre. Cette analyse-là, c'est un projet de recherche à la maîtrise qui a été fait avec les gens de Polytechnique Montréal, l'Institut de l'énergie Trottier et même de l'Université du Québec à Trois-Rivières là, sur la recherche en hydrogène. Mais depuis que c'est terminé, en fait, c'est maintenant aussi une entreprise en soi, une startup qui est lancée dont je suis le fondateur. Fait que ça va être vraiment intéressant d'avoir votre point de vue sur la méthodologie qu'on utilise parce qu'en ce moment, on est en train de rouler ça avec des clients. Donc, c'est vraiment intéressant. Puis à la fin, on pourra en parler du développement puis de la suite des choses du projet parce que c'était comme la base de tout là, qui a réussi à permettre de nous implémenter en fait en industrie. Donc, je me lance dans cette présentation-là. Finalement, l'objectif du projet de recherche était de décarboner le secteur industriel, de se poser la question, premièrement, est-ce que c'est réaliste? Qu'est-ce que ça prend pour le faire?
Puis si on peut y aller d'un côté technique, quel outil est-ce qu'on peut utiliser? Et donc, avec Jean-Marc Fréret de Polytechnique Montréal, on a été chanceux au départ. On a eu accès à des données industrielles, hein, un partenariat avec le parc de Bécancour. Donc, on pouvait tester nos hypothèses, tester les outils qu'on a développés euh, pour vraiment voir l'impact réel qu'il y avait au parc de Bécancour. Donc, je me lance dans cette présentation-là. Au début, c'est peut-être une petite mise en contexte pour tout le monde ici. Arrêtez-moi si vous avez des questions, ça va me faire plaisir. Euh, on part ça en disant juste que simplement notre économie au niveau de l'énergie est sale peut-être, et il y a beaucoup de déchets en fait. Encore aujourd'hui, 80% de notre énergie provient de sources fossiles. Au Québec, c'est près de 60%. Je vois Mme Whitmore dans la salle. Donc, au Québec, le scénario est un petit peu différent, mais quand même, avec les lois thermodynamiques, il y a seulement un tiers de cette énergie-là qui offre du travail réaliste. Au final, le reste, c'est perdu, c'est dans des rejets. Donc, on voit une image à l'arrière avec plein de rejets thermiques. Qu'est-ce qu'on peut faire en réalité? Euh, Puis si on veut atteindre nos objectifs de transition énergétique, si on veut atteindre euh, une carboneutralité en un certain sens, il faut regarder le secteur industriel. On appelle ça le Industrial Challenge en réalité parce que à lui seul, ce secteur-là des industries lourdes correspond à 30% des gaz à effet de serre globalement. C'est impossible de l'électrifier directement. Souvent, ces usines-là, ce secteur industriel-là a besoin d'une flamme, mais on n'a non plus pas nécessairement l'électricité. C'est ce qu'on se rend compte. En réalité, on est dans une espèce de déficit énergétique au Québec. Puis quand on regarde ça en parallèle aussi, il y a une quantité énorme d'énergie qui est perdue, non valorisée, sous forme de rejet à la fin. Et donc, quand on prend ça, on peut voir ça comme un problème, mais en réalité, ça va encore plus loin que ça. Puis là, j'ai 3 slides rapides. En fait, ces industries-là lourdes sont laissées à elles-mêmes en un certain sens, hein. Ils ont une pression énorme soumise par le gouvernement pour les décarboner, mais par contre, ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas d'énergie renouvelable pour être capable de changer leur source d'énergie, pour être capable de se décarboner. Donc, c'est vraiment ça l'enjeu initial de la recherche. Et là où on en était au départ, c'était la situation actuelle. Et donc là, quand on zoom in un peu sur ce qui se passe au Québec, en fait, on s'est engagé dans une transition énergétique qui est ambitieuse, certainement, vers une économie à faible carbone. On se rend compte que si on veut la réussir, ça va prendre 50% plus, au moins, d'énergie dans les prochaines années. Puis pour avoir un secteur industriel qui est vert, donc une économie verte, ça va prendre des centaines de térawattheures de plus. Ça veut dire qu'au niveau technique, là, quand on parle des réseaux énergétiques, ça va être des complexités qui s'en viennent dans les prochains moments, là, des équilibres énergétiques, des balances qui vont être beaucoup plus serrées. Ça va prendre tout ce qui est le logiciel, ça va coûter beaucoup plus cher d'énergie, autant au niveau de l'électricité. On va avoir une augmentation majeure dans les investissements en infrastructure. Et donc, c'est là où on était au Québec. C'était la prémisse du projet de recherche, en fait, qu'on arrivait là. Et là vient le parc de Bécancour. Donc, on arrivait avec notre équipe à Bécancour en disant, voici le contexte, on s'entend sur ça, qu'est-ce qu'on peut faire au sein des entreprises qui sont là pour vous décarboner au maximum? Et donc, c'est là où on s'est dit, on va faire de la symbiose industrielle, de l'économie circulaire le plus possible. On va voir comment est-ce qu'on peut échanger de la matière, échanger de l'énergie entre les usines. Ça tombe bien, le parc de Bécancour, c'en est un qui est exemplaire pour ça au Québec, mais même mondialement, hein. C'est un des seuls parcs qui est géré par une instance gouvernementale. C'est une société d'État en soi. Il y a plusieurs symbioses industrielles qui sont déjà en cours, hein. Ce qu'on voit, la petite carte à droite, en réalité, c'est un mapping des activités aujourd'hui même de symbiose qu'il y a. Donc, il y a beaucoup de chaleur, de vapeur qui est échangée entre les entreprises, de la matière aussi, certainement. Puis, il y a beaucoup d'argent qui est implémenté là-dedans pour continuer à développer ça et essayer de les reconnecter ensemble. Et donc, le travail qu'on a fait, en réalité, c'était de regarder cette carte-là qu'on voit à droite et essayer d'augmenter l'intensité des échanges qui étaient là. Comment est-ce qu'on peut en créer plus? Comment est-ce qu'on peut créer un réseau de symbiose optimal? Comment est-ce qu'on peut permettre à ces usines-là de s'échanger encore plus d'énergie qu'elles le font présentement? Et donc là, on arrive à la slide qui présente un peu notre méthodologie complète, okay, avec les résultats. En réalité, l'objectif de la recherche était de prendre les données industrielles, hein, les profils énergétiques des compagnies qui étaient là, qui nous ont ouvert leurs portes de leurs usines, comment ça fonctionne, comment ça évolue au fil du temps, de combiner ça avec des données de type d'ingénierie, comme par exemple des technologies de conversion énergétique, comment est-ce que ça fonctionne une pompe à chaleur, comment est-ce qu'un pipeline, comment est-ce qu'on peut échanger l'énergie en réalité. Et quand on combinait ces deux types de données-là,
et on les lançait dans l'algorithme qu'on a développé, en fait, on était capable de déterminer c'était quoi le réseau de symbiose énergétique, comment est-ce qu'on pouvait échanger de la matière entre les entreprises de manière idéale. Et donc, les résultats de ce modèle-là, ce que ça nous donne, c'est quelle est la quantité de tonnes de CO2 qui sont évitées à faire un tel projet. C'est quoi les bénéfices monétaires pour les entreprises qui y participent à long terme. Hein? On parle de non seulement une diminution des coûts d'énergie, mais aussi tout ce qui est les bénéfices associés à une diminution de l'impact carbone. Puis ce qui était surprenant de cette recherche-là, je pense que ce qui a vraiment intéressé les acteurs industriels, c'était de dire que dans certains cas, ça pouvait même augmenter le niveau de production, la compétitivité des usines qui étaient là. On s'est rendu compte que dans certains cas, finalement, les usines avaient un goulot d'étranglement au niveau de la gestion de l'énergie résiduelle. Donc, ils étaient obligés de produire moins d'énergie, par exemple en été, de produire moins de matière, pardon, parce qu'il y avait trop de rejets énergétiques. Et donc, c'est là aussi on est capable, en plus de les gérer, il y a une belle synergie qui se fait au niveau de leurs opérations. Donc, j'espère que c'est clair pour vous ce qu'on faisait. En gros, là, j'ai l'impression de parler avec juste des gros termes, mais en réalité, là, l'objectif de la recherche était de dire on a plein d'acteurs. Comment est-ce qu'on peut leur permettre d'échanger l'énergie entre eux de manière optimale? Puis comment est-ce qu'on peut quantifier ça au final pour que des décideurs, comme le gouvernement, comme des Énergies ou des Hydro-Québec de ce monde, aient tous les outils et l'information nécessaire pour implémenter par la suite ces réseaux-là? C'est vraiment ça l'objectif. Puis je suis fier de dire aujourd'hui qu'on a réussi à le faire, en fait, parce que là, on communique avec Hydro-Québec, on communique avec Énergie, puis même avec le MEIE pour développer ces réseaux-là un peu partout au Québec. Et donc maintenant, un petit exemple en fait de ce que c'est de la symbiose industrielle. D'après moi, parmi vous, vous êtes tous des connaissants de Kalundborg là, dans les années fin 60, début 70. C'est ce qu'on voit actuellement aujourd'hui. C'est change non seulement de l'énergie, de l'eau, de la matière, mais c'est ce qu'on veut recréer en fait partout. Il y a des potentiels. On peut faire ça à Bécancour, on peut faire ça dans l'est de la ville de Montréal. C'est quelque chose qui est innovant ici au Québec, mais il y a un beau potentiel pour décarboner ce secteur si on est capable d'implémenter de plus en plus de projets de symbiose industrielle. Et donc, le projet de recherche de la RQ, en fait, ce qui se place là-dedans, c'est une première étape peut-être en amont où on peut déterminer, designer et imaginer ces réseaux-là de demain, en fait. Et donc, maintenant que vous avez vu le visuel, en fait, je ne veux pas rentrer trop dans les détails longtemps, mais il y avait des enjeux au niveau de la recherche. Finalement, c'était de la modélisation mathématique qu'on faisait. Si on veut échanger de l'énergie, c'est complexe, c'est plus difficile que faire de la symbiose de matière, si on veut, de la synergie de matière, juste parce que la nature de l'énergie fait en sorte que c'est dynamique, qu'il faut la consommer au moment même où elle a été créée. Donc, il y a des boucles de rétroaction dans tout ça. Les mathématiques, l'optimisation mathématique, c'était le meilleur outil pour régler ça. Et donc là, vous voyez un peu le processus auquel on passe au travers. En fait, on a des enjeux de modélisation qu'on doit répondre. Puis à la fin, bien, ce qu'on voit, c'est notre réseau. C'est un des outputs du réseau. Donc, on peut voir à droite, OK, on a tel type d'énergie qui va être échangé, qui va être consommé par tel processus industriel. Donc, c'est vraiment ça le output du modèle. Puis après ça, on peut l'interpréter pour dire voici les rendements, voici comment ça fonctionnerait pour un Énergie ou un Hydro-Québec qui veut l'implémenter. Les données qu'on utilisait, en fait, c'est des données, j'en ai parlé un petit peu, les données des parcs industriels. C'est certain qu'on va modéliser leur comportement à long terme pour eux. Toutes les données technologiques, les données environnementales, mais il y a aussi une grosse partie du projet de recherche qui était de modéliser un futur, un 15-20 ans. Je pense que là où le projet de recherche était un peu différent de ce qui se voyait sur le marché, c'est qu'il y a plein d'outils qui existent pour modéliser l'impact, optimiser la symbiose dans la prochaine année, mais très peu sont capables de l'étudier sur une quinzaine, une vingtaine d'années, une orientation ou peut-être un scope de décision qui est cohérent pour la prise de décision au final d'un décideur d'implémenter ça. Et donc, c'est là où il fallait complémenter le tout de données économiques, de données de forecasting qui nous permettaient de projeter ça à long terme. Donc, ici, c'est ce que vous voyez, en fait, c'est une représentation du modèle qui roule. Voici comment on le fait fonctionner. On prend les données, on fait le forecasting de ça, on lance le tout dans notre modèle d'optimisation. Je ne veux pas rentrer trop technique dans les détails, ça va me faire plaisir d'en parler par la suite dans les questions. On fait ce scénario-là des centaines, des milliers de fois, puis à la fin, on voit que selon tous les scénarios, les forecasting économiques possibles, on peut voir qu'il y a des symbioses qui restent à long terme. Peu importe si l'environnement va évoluer ou non, on peut voir que certaines restent là présentes et c'est ces symbioses-là, en fait, ces synergies-là qui vont rester dans notre réseau final, c'est-à-dire on est confiant qu'il est rigoureux et robuste. Donc là, à droite, c'est une petite modélisation
une représentation peut-être visuelle du modèle qui roule. Ce que vous voyez, c'est les points, les lignes, c'est toutes les connexions qui se font à chaque période de temps, là. C'est juste pour l'imaginer pendant que ça roule. Finalement, la dernière slide de tout ça, en fait, c'est de dire qu'il fallait aussi aller regarder au final du point de vue de la finance quantitative. C'est mon background que j'ai aussi en parallèle de tout ça, mais euh, on arrivait finalement avec un output qui disait aux décideurs, il y a plein de manières de le faire, plein de combinaisons possibles de réseaux qui vont vous permettre d'aller chercher des bénéfices aujourd'hui, mais on n'était pas à la prise de décision encore. Il manquait une petite dernière étape. C'est là où M. Markovitz, là, il a gagné un prix Nobel dans les années 70, je crois, pour cette théorie-là, en fait. Mais c'est-à-dire que quand on intègre la théorie du portefeuille moderne, on est capable d'identifier quel réseau, quelle combinaison de technologies et d'entreprises qui chantent elles vont maximiser les bénéfices pour tout le monde, mais aussi diminuer les risques. Hein? C'est comme le concept de ça, de la théorie du portefeuille. Mais en réalité, ce qu'on voit, c'est comme toutes les différentes possibilités, les différents points que vous voyez ici sur l'écran, c'est les différentes possibilités d'échange, les différents réseaux qu'on a quantifiés. Et on est capable de dire à un décideur, ben, si on veut maximiser les rendements annuels, on devrait aller tendre vers un réseau qui ressemble plus au celui du bleu foncé. Ou si on veut diminuer les risques, on va aller plus ici dans le coin de la courbe. Et avec ça, quand on a l'ensemble, finalement, on est capable de donner une recommandation à un décideur pour implémenter, oui ou non, le réseau. Donc, c'était tout ce qui était de ce projet de recherche-là, en réalité. Donc, un projet de modélisation mathématique, un projet d'ingénierie, mais qui avait une belle valeur pour être implémenté. Puis là, aujourd'hui, ben, je suis fier de vous dire que c'est maintenant rendu Local Energy, une startup de l'écosystème montréalais. En fait, on implémente ces modèles-là pour toutes sortes de décideurs, que ce soit au Québec, mais partout dans le monde aussi, pour être capable de les aider à prendre des décisions, de designer ces réseaux-là. Puis dans la suite des choses, en fait, c'est qu'on a aussi des outils logiciels qui nous permettent de, par la suite, échanger l'énergie entre les usines. Donc, vraiment une plateforme d'échange pair à pair qui va, en plus de designer le réseau, va être capable de l'opérer dans un deuxième temps. Donc, là, on est capable de vraiment, finalement, implémenter ces réseaux-là. Donc, merci beaucoup à RSEQ. Je suis particulièrement fier de ça, en fait, le parcours qu'on a fait à la Polytechnique pour passer d'un projet de recherche, puis maintenant être capable d'avoir un impact concret là, sur ces réseaux-là. Voilà, c'était la présentation. J'espère que c'était dans dans les temps, dans les cordes aussi de vos intérêts. Ça va me faire plaisir de parler avec vous par la suite. Merci. Merci à toi, Léo, pour ta présentation. Donc, comme tout à l'heure, s'il y en a qui ont des questions, n'hésitez pas à lever la main. Oui, Joanne. Oui. Merci pour la présentation. Très intéressant. Puis je pense ça va être utile en fait pour le groupe de travail pour le Montréal-Est. En fait, c'est moi qui ai suggéré que Jean-Marc fasse partie du comité. Je trouvais ça un Ah, peu voilà. J'en ai étrange. entendu Puis je parler sais un pas. petit peu de ça. Mais la seule chose, c'est que moi, est-ce que ça va, les données vont être rendues publiques? Parce que moi, tu sais, des modèles, des simulations, c'est toujours aussi bon que juste les données que tu mets dedans, puis les hypothèses, puis si tu as fait des analyses de sensibilité. Puis là, j'en ai pas vu Mhm. aucune pour l'instant. Mais puis aussi, tu sais, pour l'instant, ce que je vois, c'est que tu as vraiment, tu sais, tes trois intrants. Fait que tu vas venir d'énergie d'Hydro-Québec, puis après l'hydrogène vert. Fait que là, ça, c'est les nouveaux projets qui s'en viennent ou c'est-tu les projets, ben, pour l'instant, dans Bécancour, c'est pas mal Test Canada, là, le projet. Puis après ça, moi, c'est qu'est-ce que tu as calculé comme efficacité par rapport aux différentes sources d'énergie? Parce qu'à la fin de la journée, c'est bien beau les hubs industriels puis les symbioses industrielles, mais pour ce qui concerne l'énergie, il faut s'assurer qu'il y ait l'efficacité qui soit la plus optimale. Fait que, qu'est-ce qui est Mhm. important, c'est aussi de voir c'est quoi les différents usages qui seraient les plus prioritaires des différents. Nous, par exemple, c'est ça sur lequel on est en train de se pencher. Ça va parler, par exemple, de GNR. Est-ce qu'on continue à parler du gaz conventionnel ou bien on est en train de faire un passage au GNR? Parce que quand tu es dans des biocarburants, puis quand tu es dedans de l'hydrogène vert, il faut que tu prennes en compte tout ton approvisionnement, sinon c'est la fabulation, c'est de la fiction, puis en fait, ça va être subventionné par quelqu'un d'autre. Fait que peut-être que Exact. ton industrie va s'enrichir, mais elle va juste pouvoir s'enrichir dans mesure que c'est subventionné. Fait qu'il faut que faut au moins que tu fasses la connexion de l'impact pour le restant de l'économie qui, elle, n'est pas nécessairement rattachée directement à ta symbiose ou ton hub industriel. Fait que comment vous avez pris ça? C'est quoi les hypothèses que vous avez mis derrière ça? Parce que Mhm.
C'est ça pour moi qui va faire en sorte que votre projet est réaliste, pas juste des beaux graphiques. Merci pour les graphiques. Mais je fais des blagues avec ça. Je reviens, je vais juste retourner à la slide, en fait, où on voyait les réseaux qui étaient ici. Donc, je pense que c'est celui-là dont vous mentionnez, là. En effet, actuellement, il y a 3 sources d'énergie qui rentrent. OK? Il y a Hydro-Québec externe, énergie externe, puis il y a l'hydrogène vert aussi qui rentre externe. Ce qu'on regardait à l'intérieur de Bécancour, c'est comment est-ce qu'on peut faire de la symbiose énergétique en utilisant des rejets thermiques, en utilisant des rejets énergétiques, tout byproduct. Autrement dit, que ce soit de l'hydrogène résiduel, que ce soit de la chaleur résiduelle, de la vapeur ou tout autre extrait qui peut être à valeur ajoutée. Donc, on ne modélise pas, en fait, des extrants sur un marché externe, comme la modélisation ou comme l'électricité qui est consommée, mais comment est-ce qu'on peut valoriser les rejets thermiques? Les résultats de Bécancour en soi, ce qu'on a identifié, c'est une boucle de vapeur entre 6 acteurs qui seraient là. 200 mégawatts de vapeur qui pourraient être valorisés à ce moment-là. Donc, c'est... Fait que pour toi, tout est égal par ailleurs en termes d'intrants énergétiques, ça ne change pas à travers le temps? Oui, donc on modélise à long terme le comportement de ces usines-là, donc leur profil énergétique, leur comportement énergétique, comment est-ce que ça va évoluer au fil du temps. Ce qu'on s'est rendu compte quand en leur parlant, c'est que c'est relativement stable, puis que ça fonctionne par escalier, là. En fait, dès qu'ils vont être capables d'aller chercher plus de puissance, d'un bloc de puissance, ils vont augmenter, puis ils vont être à 99% de la capacité possible. Fait que ça, c'est relativement simple à modéliser à ce niveau-là. Puis c'est de dire, ben, OK, utilisons les rejets thermiques qui sont déjà là. Si on peut les reprendre puis les relancer aux voisins, ben, ces boucles-là, ça vaut combien de mégawattheures de plus? Puis qu'est-ce qu'on peut en faire? Fait que là, à Bécancour, en soi, c'est de la vapeur qui est là. C'est un réseau de vapeur, il y a un beau potentiel. Tous les acteurs sont au courant qu'il y a ce réseau-là de vapeur, puis on travaille pour l'implémenter actuellement. Ben dans ce cas, mes 2 suggestions, c'est si tes 5 keys là, que tu pourrais les faire pour que ça représente en fait proportionnellement la quantité d'énergie qui rentre dans ton système, ça serait plus facile de comprendre où ça va. Moi, je trouve ça dur quand c'est juste des spaghettis qui sont toutes la même grosseur parce que tu ne peux pas apprécier c'est quoi qui rentre dans ton système puis qu'est-ce qui va en sortir. Tu serais capable de mettre aussi les pertes énergétiques au bout, comme quand on fait le 5 keys pour l'état de l'énergie au Québec, pour le système du Québec. On a à la fin, tu peux voir qu'il y a 50% d'énergie qui est perdue puis qui rentre. Puis après ça, dans ton intro, je te suggérerais juste de nuancer par rapport à l'industrie. Parce que nous, on a fait un rapport à l'État, entre autres avec Jean-Marc faisait partie de ça là, pour le potentiel des stratégies d'économie circulaire pour la décarbonation de 3 secteurs clés industriels au Québec, soit le ciment, l'aluminerie puis l'acier. Puis ce qu'on a regardé, c'est vraiment à l'échelle vraiment d'un écosystème plus large, là, comme on regarde pas juste l'usine, mais tout ce qui est rattaché pour la chaîne de valeur, parce que tu peux aussi aller chercher beaucoup d'économies à ce niveau-là. Puis après ça, ce qui est important, c'est de comprendre les différentes réalités des différents sous-secteurs. Fait que de foresterie, ici, c'est plus du manufacturier, mais ça serait bien de comprendre ça. Il y en a que c'est plus des émissions non énergétiques, puis il y en a que c'est plus des émissions énergétiques. Puis ça, sans qu'on comprenne ça, l'affaire de l'énergie, c'est comme pas tout le temps important. Fait que ça serait peut-être important d'amener ça dans ton intro en amont, puis juste expliquer que il y a une chaîne de valeur qui va au-delà de ça, parce que les matières premières, surtout quand on va tomber dans la bioénergie, puis l'hydrogène vert, là, parce que là, ça, c'est comme ce qui est sexy pour le gouvernement, puis des fois l'industrie, là, mais la réalité, c'est que c'est tellement compliqué. C'est tellement complexe, ce dossier-là. Fait que je pense que c'est important de ramener aussi les attentes par rapport à ça, parce que tu dis, ah ben, on peut pas électrifier, tu sais. C'est vrai, mais il faut aussi faire attention pour ne pas faire des attentes trop élevées par rapport à l'hydrogène vert, puis ensuite les biocarburants. Hyper pertinent. Merci beaucoup pour ce... Non, mais c'est super, je suis content. Fait que le 5i, oui, absolument, je pense que ça va être beaucoup plus efficace pour présenter ça. Le seul point que je veux répondre, puis c'est vraiment pas en opposition à ce que vous dites, mais on n'est pas pro-hydrogène vert ou pro-GNR ou méthanisation. Non, Léo, je pense pas de même du tout. Puis moi, je ne suis pas contre non plus. Hein.
Non, non, exactement, mais je pense que là où on était tellement loin de ça dans la discussion que là, je pense que c'est pas clair, mais en fait, ce qu'on dit, c'est que nous, on s'attaque au rejet thermique. Autrement dit, on n'est pas là pour dire qu'il faudrait produire, c'est pas des unités de production qu'on regarde, c'est plutôt comment est-ce qu'on peut valoriser ce qui est déjà là en place. Fait Ah, que c'est c'est là où excellent. peut-être Je on touche pense que moins ça, à on ça. devrait le mettre plus à l'avant. Ça Ouais. serait encore plus important comme dès le départ, tu dis ça, nous, ce qu'on veut valoriser, c'est en fait les pertes. Point. Exact. OK. Ben merci, c'est un bon commentaire. Puis le dernier point, c'est au niveau de l'analyse de sensibilité. Je voulais pas vous ennuyer avec ça, mais on en fait une analyse de sensibilité, en fait. Ces réseaux-là, la grosse complexité, en fait, mathématique, c'est que ça prend à peu près 3 semaines à rouler dans un cluster de calcul. C'est hyper difficile, lourd à calculer parce qu'on modélise ça sur des périodes horaires, donc des heures sur une vingtaine d'années. C'est des problèmes qui nous permettent de prendre en compte finalement l'écrêtage, puis tous les gains alternatifs à l'échange d'énergie. Mais ça fait en sorte qu'on ne peut pas rouler 15 000 scénarios différents. Fait que c'est là où on a une analyse de sensibilité qui est un petit peu différente, alternative, mais qui nous permet quand même de, au final, dire que les réseaux qu'on crée sont résilients à un futur Ouais, puis incertain. aussi de savoir c'est quel paramètre qui pèse plus dans la balance aussi. Exactement, absolument, exact, exactement. Merci, Madame Whitmore, pour ça. Très, Je peux très m'appeler pertinent comme Joanne, commentaire. appelle-moi pas malade. Joanne, dans ce cas-là. Merci beaucoup. Il y a d'autres questions pour Léo? Non, bah merci Léo pour ta présentation. Avant qu'on se... On a Cathy Hein? Baptista, je crois. On a Oui, c'est Cathy qui avait une ça. question. Bonjour Léo. Ah, j'avais pas eu la Super main levée, pardon. présentation. J'ai bien aimé. Quand tu parlais des limitations à faire rouler ton modèle, je m'y connais rien, mais est-ce que vous avez regardé l'utilisation d'ordinateurs quantiques ou c'est peut-être une autre manière de regarder, mais effectivement, j'ai assisté à une présentation auquel je vais admettre que j'ai pas nécessairement tout compris ou l'entièreté, mais c'était, je pense, dans ces idées-là de faire des analyses qui prenaient trop de temps à rouler. C'est une manière complètement différente de poser la question et avoir des réponses. Mhm. Donc, peut-être une piste, qui sait, pour une autre phase. J'adore ça, je trouve ça innovant. Je pense que je vais avoir besoin de quelques cours ou un bac en soi pour être capable de faire ça. J'y connais rien. Mais si vous pouvez me donner un petit 5 minutes pour m'expliquer, peut-être que là, il y a une possibilité à ce niveau-là. Mais je suis Je peux vous content que le mettre en modèle roule. contact avec les étudiants, je pense de l'ETS qui sont vraiment Ben passionnés oui. pour ça avec les super ordinateurs qu'on a ici à l'ETS. Ben oui, je pense que c'est un bon point, c'est une bonne question. Ça va me faire plaisir d'en parler. Je veux t'avouer, pour être 100% transparent, que je suis très content que le modèle roule fonctionne en date d'aujourd'hui. J'ai comme pas le goût d'y toucher. Mais si on veut passer à plus loin, les ordinateurs quantiques, je pense que c'est une belle opportunité, certainement. Maëlle? Merci beaucoup. Salut Léo, merci, super présentation. Petite question, à quel point c'est simple justement d'aller chercher toute cette information dont tu as besoin pour faire rouler tes Mhm. modèles auprès des entreprises? Est-ce que c'est pas un frein justement pour elles, tu sais, sur le terrain, là, une fois qu'on est dans le concret? Oui, ben, excellente question. Là, c'est le cœur du problème. Moi, je pensais que la modélisation en soi, ça allait être le plus difficile, mais finalement, c'est d'avoir ces données-là, même si on avait un partenaire industriel, tu sais. Euh, il y a beaucoup d'enjeux au niveau de ces données-là, hein. Parce que quand on regarde les profils énergétiques, quand on va au cœur de l'information, comment ça fonctionne à leurs usines, finalement, c'est de l'information qui est ultra sécurisée, qui est ultra privée aussi. Donc, il a fallu avoir une couche d'anonymité dans la modélisation qu'on faisait. Donc, les Ok, données sont anonymisées quand on le fait. C'était pas simple à faire. C'était pas simple de convaincre aussi ces usines-là ces usines-là, pardon, de dire qu'il n'y avait pas d'enjeu, de danger pour eux. Si vous regardiez le modèle aujourd'hui, c'est anonyme, c'est impossible de dire quel intrant, quel extrant va où, tout est mélangé. Mais quand même, il y a des informations là-dedans qui sont hyper secrètes. Puis je pense que ça touche aussi à la question de Joanne, de dire est-ce qu'on peut ouvrir ça? On a des contrats qui sont avec le gouvernement. Je pense qu'ils vont avoir une opportunité d'être beaucoup plus ouverts, transparents. Dans un contexte privé, c'est vraiment difficile d'ouvrir ça, de dire quelles données on a utilisées, parce qu'en fait, c'est les données privées des usines là, sur leur projection, comment ils vont, quels procédés ils utilisent, comment ça fonctionne sur leur compétitivité, peut-être, je pourrais dire. ouais. Fait que oui, c'est le plus gros enjeu, certainement. Est-ce qu'il y a des normes justement de reporting de ces données-là qui s'en viennent au niveau québécois? Peut-être pour Mhm. simplifier l'accès à ces données de ton côté ou c'est pas du tout dans les... Non, j'ai l'impression que c'est difficile à ça. C'est vraiment du cas par cas
dans ça, surtout que c'est pas des données standardisées, là, comme des données comptables, par exemple, d'un protocole comptable. C'est des données, quand on parle d'un profil énergétique, je crois qu'à chaque fois que je dis ça à quelqu'un, ça a euh, une représentation différente. Fait que c'est dur, c'est sûr que ce soit standardisé. Puis peut-être je mets le chapeau d'entrepreneur, mais au niveau de la startup, ce qu'on fait quand après ça, on fait l'allocation d'énergie puis on opère le réseau vraiment, là, il y a des enjeux de sécurité qui sont connus, hein, dans le sens on pourrait être victime d'attaques ou le réseau pourrait mal fonctionner. Donc là, il y a des enjeux de sécurité, mais là, il y a des standards, c'est solide, c'est réglé, puis il y a des couches logicielles aussi qui permettent d'isoler ces enjeux-là. Mais au niveau de la captation de données, il n'y a pas grand-chose encore pour l'instant. Merci, merci Léo. Merci, Maëlle. Merci Maëlle pour ta question. Est-ce qu'on a d'autres questions avant de terminer ce webinaire? Bah, avant de se quitter, j'aimerais vous mentionner que le 10 juin, à l'école d'été en économie circulaire à l'ETS, on aura notamment la présentation de Diana de Bernardi sur les passeports numériques des produits. C'est la seule présentation qui est ouverte à tous lors de cette école d'été et on vous invite vraiment à y participer si c'est un sujet qui vous intéresse. Donc, c'est le lundi 10 juin de 13h à 14h30. Vous pouvez y aller en présentiel ou en virtuel. Je vous mets les informations dans le chat tout de suite. Donc, merci à Juste et à Léo pour leur présentation d'aujourd'hui. Merci à tous les participants pour vos interventions super intéressantes. Et peut-être à bientôt au prochain. Est-ce que les présentations PowerPoint puis l'enregistrement, ça va nous être envoyé? Les présentations PowerPoint, pas nécessairement, mais l'enregistrement sera sur le site web dans les prochains jours. OK. Mais est-ce que c'est possible, je ne sais pas, Léo, juste de partager, je ne pense pas qu'il y a des informations secrètes, mais parce que j'aimerais ça, Léo, par exemple, partager avec le groupe de travail peut-être vous inviter avec Jean-Marc à le présenter, puis juste, ça va être plus facile si, tu sais, j'envoie une couple de personnes pour dire, voici ce qu'il fait, plutôt que d'avoir, comme tu disais, ton rapport peut-être plus scientifique, qui sera peut-être pas digérable tout de suite, là. Puis c'est pas, tu sais, les gens, ils commencent pas toujours par regarder une vidéo, mais tu sais, un PowerPoint, ça donne un petit extrait. Après ça, ça peut les inciter à vouloir communiquer avec vous par après. Bah, dans ce cas-là, Juste et Léo, je vous invite à m'envoyer vos Ça présentations marche. si vous n'avez pas directement le contact de Joanne. Et puis moi, je pourrais transférer à Joanne dans ce cas-là. Ça marche. Merci beaucoup, là. Merci à vous. Bonne Merci, journée. Laura. Merci pour l'animation. Bye bye. Au Au revoir. revoir, merci tout le monde. Merci, bye Au revoir. bye.